Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle conférence Tech Site diffusée en live sur LinkedIn. Alors aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'un sujet absolument essentiel, la place des femmes dans la tech et les clichés auxquels elles sont hélas encore trop souvent confrontées. Les filles aiment mieux les maths que les garçons, la tech est un milieu d'hommes, les études littéraires conviennent mieux aux femmes. Combien de fois avons-nous entendu ce type d'idées reçues? Appartiennent-elles au passé? Hélas, pas si sûr. Alors, malgré les nombreuses initiatives en faveur de la diversité, on constate les biais de genre freinent encore trop de talents. Comment est-ce qu'on peut dépasser ces préjugés? Quels sont les leviers pour encourager les femmes à rejoindre davantage les filières scientifiques et technologiques? Comment les acteurs du secteur peuvent-ils agir pour faire bouger les lignes? On va parler ensemble dans cette émission de tous ces sujets, essayer de répondre à ces questions. Cette émission, elle va se dérouler en 2 temps. Pour la première partie, nous avons tout d'abord la chance d'avoir avec nous Valérie Brusseau. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors vous êtes directrice R&D dans l'industrie automobile et vous êtes par ailleurs présidente de l'association Elle Bouge. On en reparlera tout à l'heure. Yannick Tricot, bonjour. Bonjour Ariane. Vous êtes quant à vous directeur exécutif en stage de l'IT ES chez Alten. Et Anne Nochi, vous êtes responsable du département Data et IA au sein de l'école ECE. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Alors sachez que dans une deuxième partie, nous aurons l'immense honneur de recevoir la célèbre navigatrice Clarisse Kremer qui vient de boucler son 2e Vendée Globe. Alors, je vous invite à poser toutes les questions que vous souhaitez pendant le live, sans forcément attendre la fin, tout au long de l'émission. Vous pouvez envoyer vos questions, on y répondra au fur et à mesure, je les relayerai. Et pour ça, c'est extrêmement simple. Vous vous rendez dans le chat et effectivement, on relayera vos questions en direct. Alors, on va démarrer tout de suite avec un sondage qui a été réalisé il y a quelques mois par votre association, Valérie, l'association Elle Bouge. Le thème de ce sondage que vous avez initié portait sur la question suivante: les carrières sont-elles genrées? Et quand on regarde les résultats, eh bien, force est de constater qu'ils sont assez édifiants. 82% des femmes ont déjà été confrontées à des stéréotypes de genre dans leur parcours. 44% d'entre elles ont entendu qu'elles étaient, je cite, moins compétentes en mathématiques, et seulement 30% des étudiants en sciences sont des femmes. Alors, Elle Bouge, je le précise, c'est une association que vous avez fondée il y a 20 ans, précisément pour tenter de déconstruire les stéréotypes, pour tenter de susciter des vocations féminines dans les métiers scientifiques. Malgré tout le chemin parcouru, les chiffres qu'on voit apparaître à l'écran sont quand même un peu alarmants. Qu'est-ce qui vous inspire, ces chiffres, Valérie? Ces chiffres, tout d'abord, ils nous alertent, ils nous obligent et ils nous montrent l'urgence d'agir. Alors, cette enquête, il faut préciser qu'elle a été menée auprès de 6 000 femmes, 4 000 femmes actives dans les secteurs industriels et de la tech, et 2 000 filles qui avaient choisi les parcours scientifiques. Et seulement 30% étaient adhérents à Elle Bouge. Donc, cette enquête, elle montre et elle commence à parler et à montrer la situation. Du coup, cette enquête, elle avait été menée et elle vise à comprendre comment les facteurs sociaux et les stéréotypes vont influencer les facteurs de choix dans les études. Et du coup, ce qu'elle montre, cette enquête, c'est que les stéréotypes sont toujours présents. Ce sont ces stéréotypes de genre qui vont empêcher les filles d'aller choisir les carrières de la tech. Donc, dans ces stéréotypes de genre, eh bien, ils perdurent dès le plus jeune âge. Et les premiers prescripteurs de stéréotypes, malheureusement, ce sont les parents, l'environnement, qui vont éduquer les petites filles de façon différente avec les petits garçons. Donc nous avons un vrai rôle en tant que parents pour expliquer qu'il n'y a pas de métier de fille, il n'y a pas de métier de garçon, il y a des métiers tout court. Et avec Elle Bouge, nous intervenons avec toutes les marraines, les plus de 15 000 marraines, dont des marraines Alten, pour déconstruire ces stéréotypes tout au cours du parcours scolaire et dès la primaire, en disant pas de métier de fille, pas de métier de garçon, on y va. Et ces stéréotypes, ils perdurent ensuite quand elles vont choisir au niveau du lycée. Et pour les filles en sciences, ces stéréotypes, ils sont renforcés par le syndrome de l'imposteur qui vient du fait qu'elles n'ont pas de rôle modèle. Et pourtant, les femmes en sciences, les femmes dans la technologie, c'est un véritable enjeu d'efficacité collective. Il faut savoir, et il y a des études sur le management inclusif qui le montrent, que dès lors qu'il y a plus de 23-24% de femmes dans un groupe, l'efficacité collective de ce groupe en est augmentée de 40%. Donc,
Même si 63% des filles en sciences disent ne pas vouloir aller dans l'industrie, même si 65% des femmes en industrie disent que dans les entreprises sont plus inclusives, mais qu'il y a encore plus à faire, il y a un véritable enjeu d'efficacité collective que de mettre des femmes, un enjeu business, dans les entreprises. Un enjeu business, c'est un enjeu effectivement dès la primaire, dès le plus jeune âge, dès la maternelle, peut-être même de communiquer et d'essayer de lutter contre ces stéréotypes de genre. Alors Yannick, comme vient nous l'expliquer Valérie, cet enjeu de féminisation, c'est un enjeu d'efficacité collective, pour reprendre ces termes, puisque plus on met de femmes dans un groupe, eh bien, plus l'efficacité est augmentée, c'est prouvé. Sur ces questions-là, quels sont les chantiers que vous avez implémentés au sein du groupe Alten et dans quelle mesure la féminisation des postes clés dans la tech, c'est pour vous un enjeu important? Quelles sont vos ambitions sur ces sujets? Alors, c'est un enjeu extrêmement important, surtout à l'ère où l'IA, l'intelligence artificielle, est en train de se répandre, je dirais, dans toutes les filières de l'entreprise. Mais avant de répondre plus précisément à votre question, j'aimerais quand même rappeler qu'une entreprise n'est que le reflet de la société. Autrement dit, elle vient sourcer ses talents, ses experts, ses ingénieurs, ses commerciaux, dans des filières universitaires, dans des écoles d'ingénieurs ou dans des écoles de commerce. Et si on regarde au sein de ces instituts, quelle est la répartition des genres, on s'aperçoit qu'au sein des écoles de commerce, on est à peu près sur 56% de population féminine, alors qu'on est à moins de 20% dans les écoles d'ingénieurs. Dès lors, il n'est pas surprenant de retrouver ces mêmes répartitions au sein des entreprises. Ça se répercute dans l'entreprise. Absolument. Et si je regarde chez Alten, sur les fonctions stratégiques, sur les fonctions support, sur les fonctions commerciales, on atteint quasiment un équilibre entre les hommes et les femmes. A contrario, côté consultant, ingénieur, c'est vrai qu'on est encore en fort décalage. Et donc, à partir de là, on doit lancer un certain nombre d'initiatives pour identifier les jeunes talents. En fait, ce qu'on comprend bien, c'est que ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème de vivier. On aura l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup Yannick. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble un micro-trottoir. On est allé à la rencontre de jeunes étudiants pour essayer de comprendre justement quels sont les clichés auxquels elles sont exposées. On regarde ensemble. Alors, en ce qui concerne le parcours étudiant, moi je suis en ingénierie. Du coup, c'est un milieu dans lequel il y a énormément d'hommes de manière générale. Et j'ai jamais senti de la part de mes professeurs une quelconque différence de traitement. Non, je n'ai jamais ressenti une différence de traitement. Je pense que les mentalités, elles évoluent parce que au sein de les différentes associations de mon école, il essaie d'avoir énormément de mixité, donc j'ai l'impression que ça évolue. Oui, il y a des stéréotypes de genre qui existent encore dans les domaines d'études, mais qui vont plus venir parfois de nos familles, j'ai envie de dire, quand on leur explique ce qu'on fait. Je l'ai plus ressenti à ce niveau-là. C'est vrai que je me mets pas mal de barrières personnelles, peut-être dû à mon éducation et peut-être à certains stéréotypes. J'ai été nommée présidente de la junior entreprise pour cette année. C'est peut-être une barrière personnelle, mais au début, j'ai pas osé me candidater en tant que présidente, mais plutôt en tant que vice-présidente. Oui, moi je me sens confiante de rentrer sur le marché du travail en tant que femme, déjà parce qu'on est dans une société qui ne met pas de barrière à ce niveau-là, et en plus de ça parce que moi, à titre personnel, je ne m'en mets pas non plus, et ce n'est encore une fois pas des questions que je me pose. Non, je suis très confiante. Je pense que le plus important, c'est d'avoir confiance en soi et d'oser. Et au pire, c'est pas grave, on échoue, mais on recommence, et puis voilà. Donc non, je suis assez confiante sur ce point-là. Alors, on retient de la confiance de ces jeunes femmes, et en même temps, on retient aussi qu'elles sont encore quand même très exposées aux stéréotypes de genre, et ça va complètement dans le sens de ce que vous expliquiez, Valérie, sur le fait que ces stéréotypes, elles le disent elles-mêmes, viennent de la famille, sur le fait qu'il y a ce syndrome de l'imposteur, avec le témoignage de cette jeune femme qui donne froid dans le dos, où elle n'a pas osé candidater pour le poste de présidente, mais que vice-présidente, ça ira bien. Anne Noshi, au sein de votre école, est-ce que vous êtes confrontée, vous aussi, à ce type de clichés? Et si tel est le cas, quelles sont les actions que vous avez mises en place? Alors, avant de parler justement des actions, je voudrais juste parler des statistiques au sein de l'ECE. Il faut savoir, actuellement, les dernières statistiques montrent que 22% de la population à l'ECE est représentée par des étudiantes. C'est une population féminine. Donc, ce qui est pas mal aussi par rapport aux chiffres qu'on a évoqués tout à l'heure, donc pour les écoles d'ingénieurs. Donc, 22, c'est plus que 20, ce qui était déjà affiché.
Par contre, c'est vrai, ça reprend un tout petit peu ce qu'on a vu dans la vidéo. On sent un frein, en fait, ou des préjugés qui sont déjà établis à travers ces chiffres, à travers des événements qu'on propose, comme les JPO, les journées portes ouvertes, quand on reçoit les parents, les jeunes. Donc tout ça, on le voit, en fait. Peut-être, comme on a dit, c'est lié à des stéréotypes, hein, donc, comme on l'a déjà évoqué, le stéréotype qui associe en général ce domaine, je parle bien du domaine de l'ECE, de domaine numérique, on l'associe généralement à un domaine masculin. Il faut justement décortiquer pourquoi, quelles sont les solutions. Mais je voudrais aussi rajouter que peut-être il s'agit aussi des appétences, hein, des préférences. On s'intéresse peut-être à des domaines beaucoup plus attractifs pour les femmes et il faut savoir pourquoi c'est plus attractif. Donc toutes ces questions se posent et c'est pour ça en fait à l'ECE justement on travaille sur la sensibilisation de ces jeunes, de ces futurs ingénieurs qu'on veut avoir chez nous à l'ECE et je ne peux pas parler des actions à l'ECE sans parler de l'association Hellotech Girl. C'est une association composée par des étudiantes qui date maintenant depuis 3 ans. Elle travaille, donc un petit coucou si on nous suit actuellement. Donc c'est une association qui fait beaucoup d'actions, organise des événements, participe à des événements aussi proposés par d'autres et on travaille beaucoup sur 2 volets en fait. Soit avec des associations, comme par exemple, je peux citer l'exemple de récemment une participation de nos étudiantes qui marrainent des lycéennes et des collégiennes et qui ont participé à une journée proposée déjà par l'association Elle Bouge en mois de janvier, qui était un succès énorme, là où on propose des projets innovants. On va avoir l'occasion de revenir dans quelques minutes à cette journée que vous organisez et à ce que vous faites avec des associations, dont l'association Elle Bouge. Juste Valérie, puisqu'on évoque le travail avec les associations, que vous inspirent les témoignages qu'on vient d'entendre dans le micro-trottoir, sachant qu'ils corroborent, comme je le disais à l'instant, un petit peu ce que vous nous expliquez tout à l'heure, mais voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, tous les témoignages de ces jeunes femmes qu'on a entendus? Pour moi, ça conforte la raison d'être d'Elle Bouge, qui est de susciter des vocations en déconstruisant les stéréotypes. Donc ça conforte nos actions, 45 000 filles touchées par an, plus de 1000 événements avec plus de 15 000 marraines. Mais ça conforte aussi le fait que quand on a déconstruit ces stéréotypes, et elles le disent dans le reportage, eh bien, elles vont au-delà, elles osent, elles se lancent. Et quelle société voulons-nous? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se priver de 50% des cerveaux de l'humanité? Est-ce qu'on peut faire, vous le disiez Yannick tout à l'heure, une intelligence artificielle genrée? Est-ce qu'aujourd'hui, on va laisser la main au cerveau d'homme pour construire tous les algorithmes qui vont faire la société de demain? Donc c'est aussi un enjeu sociétal. Alors à ce stade, on a une première question qui nous arrive. Quelles actions ont selon vous un réel impact pour encourager les jeunes filles à se tourner vers ces filières scientifiques et technologiques ? Si je peux permettre aussi, ça rejoint ces actions-là, il faut savoir que, à mon avis, il y a un manque de visibilité pour des modèles féminins célèbres, comme par exemple des entrepreneuses ou des ingénieurs ou des chercheuses. Des rôles modèles, effectivement, inspirantes. Donc je pense parmi les actions, et d'ailleurs c'est quelque chose sur lequel on travaille à l'ECE, c'est de participer à des visites, par exemple en entreprise, on le fait avec Alten, avec beaucoup d'entreprises partenaires, ramener ces jeunes vers des entreprises, voir des femmes qui occupent des postes assez intéressants et surtout de haut niveau, et échanger sur leur parcours, sur leur formation, sur leurs success stories, si on peut appeler ça comme ça. Vous avez raison, c'est essentiel effectivement d'avoir ces témoignages inspirants, et vous le disiez à l'instant que vous le faites un peu avec Alten. Alors Yannick, est-ce qu'on peut dire que les stéréotypes sont une fatalité? On aurait envie d'entendre non, évidemment, mais et dans le cas contraire, quel programme est-ce qu'on peut déployer et quels sont ceux auxquels vous contribuez? Alors, je ne sais pas s'ils sont une fatalité. En tout cas, il est vrai qu'ils sont profondément ancrés. Oui. Et je vais rebondir sur le dernier point. Le point du rôle modèle, il est fondamental. Allez dans la rue, faites un sondage sur les leaders de la tech, les pères fondateurs de la tech. Vous allez entendre des noms comme Steve Jobs, Larry Ellison, Mark Zuckerberg, et tant d'autres. Posez la même question sur les leaders féminines dans la tech. Les gens vont devoir réfléchir un petit peu plus avant de trouver ou d'être en mesure de citer des noms. Pour autant, dans le domaine du sport, et on le verra, et vous le verrez avec Clarisse tout à l'heure, dans le domaine des sciences, parfois, on est capable de citer plein de noms, de gens et de femmes qui ont changé l'histoire. Et donc, on a dans la tech
dans les entreprises de services numériques, besoin de tels leaders pour inspirer tous les jeunes talents, les jeunes ingénieurs qui rejoignent nos entreprises. Anne, vous les ressentez, vous, à titre personnel, ces clichés en tant que responsable du département data et IA? C'est vrai que c'est malheureusement rarement des femmes qui occupent ce type de poste-là. C'est des sujets auxquels vous avez été confrontés, que vous avez peut-être eu l'occasion d'aborder avec vos étudiantes? Bien évidemment, nous, on est là pour accompagner les étudiants en général et bien évidemment des étudiantes qui réclament ces clichés-là, pour les accompagner à ne pas tomber dans ces pièges qui peuvent être impactants donc, dans leur parcours et dans leur formation. Nous, à l'ECE, on suit, on fait beaucoup d'actions dans le sens où on accompagne via, par exemple, des coachings à travers les entreprises partenaires qui proposent des spécialistes pour coacher, afin de gagner en confiance. Il y a le coaching qui valorise un peu les profils, surtout que il faut savoir, on a cité tout à l'heure l'intelligence artificielle, mais il n'y a pas que, je parle des domaines de nos formations, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les systèmes embarqués, tous ces domaines-là sont pratiquement masculins. Donc derrière, on est dans un état d'esprit de valorisation, pas de confirmation, parce que quand on voit une femme dans son poste, on sait qu'il y aura, tout à l'heure vous avez parlé de l'impact de la présence féminine, mais plutôt de valoriser ses compétences en tant que femme. Et on sait qu'on peut réussir, et on a des exemples. Par contre, je rajoute aussi, je profite pour parler d'un point positif sur ces sujets-là, sur ces stratégies faites à l'échelle nationale et à l'échelle des entreprises. Finalement, on retrouve que des étudiantes qui trouvent beaucoup plus facilement des stages et des postes pour combler ce vide. Vous avez raison. Et pour combler ce vide, c'est lié au fait que la culture d'entreprise évolue. Tout à fait. Et ça nous amène à cette question que nous venons de recevoir. Comment la culture d'entreprise peut-elle évoluer pour être plus inclusive et éviter que les femmes quittent le secteur après quelques années? Et je me tourne vers vous, Yannick, avec cette question que je complète avec l'idée qu'effectivement, dans les métiers de l'IT, il y a des contraintes, notamment des contraintes horaires. Est-ce qu'elles sont suffisamment prises en compte, sachant que pour de jeunes mamans, c'est pas toujours évident de concilier vie pro et vie perso, et ça rejoint cette question qu'on vient de recevoir, donc je vous laisse la parole. Alors, je souris en écoutant votre question. On parlait à l'instant des stéréotypes, et je trouve que votre question en est un bel exemple, parce qu'elle suppose que, et quand vous me demandez si c'est pas plus difficile pour une jeune maman de prendre en compte les horaires et de travailler dans la tech, ça suppose que les femmes sont en charge de l'éducation. Ce qui est encore très souvent le cas, même si les pères sont beaucoup plus investis que par le passé. Mais vous avez raison, mais c'est justement ce genre de stéréotype que l'on doit combattre. Parce que dans l'entreprise, un directeur qui a besoin d'embaucher quelqu'un, il va se dire « Ah ben mince, elle va être en charge d'aller chercher ses enfants à la crèche, de les récupérer le soir. Quand je vais mettre des réunions à 18h, ça va poser problème s'il y a des jours d'absence pour les enfants malades, etc. » Et ce sont ces stéréotypes qui sont aujourd'hui des bloqueurs dans le développement des carrières des jeunes talents féminins. Donc il est indispensable de changer ces façons de voir. Et pour avoir été un père célibataire, on s'arrange de ces événements, soit par la famille, les amis. Voilà, il existe plein de systèmes D pour arriver à concilier à la fois nos responsabilités professionnelles et à la fois l'éducation de nos enfants. Est-ce que vous n'avez pas cette ouverture d'esprit, Yannick, précisément parce que vous avez été confronté à ces questions auxquelles ne sont pas nécessairement confrontés tous les hommes? Alors, je pense pas. Enfin, je pense que véritablement, les esprits sont en train de changer. Prenez les pays scandinaves, l'éducation des enfants est vraiment équilibrée entre les hommes et les femmes. Prenez même, et ça peut surprendre d'ailleurs, les pays nord-afrique. Au sein de nos populations ingénieurs, on a plus de femmes que d'hommes. Donc, ce n'est pas du tout une fatalité. Et on le voit dans certains pays, l'Inde, le Maroc, les pays scandinaves, où l'équilibre est même inversé. Ça rejoint cette évolution de la culture d'entreprise qu'on évoquait à l'instant. Valérie, qu'est-ce que ça vous inspire, ces questions-là, est-ce que vient de nous dire Yannick?
Alors, la culture d'entreprise, avec Elle Bouge, à l'issue de notre enquête nationale, nous avons fait des recommandations, dont l'une à l'attention des entreprises, visant à demander une formation obligatoire à la RSE, au même titre qu'il y a des formations obligatoires à la sécurité, de manière à ce que cette culture inclusive, et je me réjouis de ce que vous dites, Yannick, inclusive, et de la sensibilisation à l'équité à tous les niveaux de la strate dans l'entreprise, soit effectuée. Ce que ça m'inspire plus globalement, c'est que, en fait, cette question, c'est pas une question de femmes, c'est une question globale, c'est une question de société, et on n'y arrivera qu'avec les hommes, qu'avec l'ensemble de toutes les associations. Elle Bouge est parrainée par 6 ministères. Depuis que j'ai repris la présidence, nous voulons qu'Elle Bouge verse au débat public, parce qu'on ne pourra s'emparer collectivement et tous ensemble du sujet que si on s'empare aussi des lois et de leur application. Vous avez raison, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. L'affaire de tous, y compris des législateurs. Alors je vous propose une nouvelle question qui nous est arrivée. Selon vous, quels sont les défis, quelles sont les limites de l'empowerment des femmes dans cette nouvelle ère de la technologie et de l'intelligence artificielle? Alors, les limites, les défis, je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça le débat il est très intéressant, en représentant une école qui forme sur ce secteur-là, ce domaine de l'intelligence artificielle, où on essaye au maximum d'aller vers des profils féminins pour acquérir ces compétences. Donc le défi, c'est justement de récupérer autant de jeunes femmes pour aller vers cette évolution. On voit l'IA partout. Il ne faut pas que ça soit juste parce qu'il s'agit d'une formation ingénieur limitée à des hommes. Ça, c'est le défi, en fait. C'est le challenge qu'on a en tant que, justement, responsable de programme ingénieur. Les limites, je dirais, c'est lié toujours à ces stéréotypes qu'on peut, justement, subir. Derrière... les limites et les stéréotypes, on l'a entendu dans le reportage, que les femmes se mettent elles-mêmes, liées à ce qu'elles ont entendu, mais elles-mêmes se mettent leurs propres freins. C'est pour ça qu'il faut se valoriser. Il faut comprendre que la science, en fait, elle n'est pas limitée. On a des profils, des exemples qui excellent dans leur métier, des chercheuses. Je reviens toujours à la recherche scientifique qui est très importante, qui est valide et qui est accessible à beaucoup de femmes. Je pense que derrière, il faut vraiment médiatiser ça, essayer de valoriser ces exemples-là et surtout dans le domaine de la tech. Donc, ça reste... Je rajouterais même, ce sont des défis, mais il y a urgence. Ouais. Aujourd'hui, on s'apprête à sortir tout un tas de produits sur les marchés qui s'appuient sur des moteurs d'intelligence artificielle. Je rappelle le principe, les moteurs d'intelligence artificielle, on les entraîne sur des jeux de données. Si ces jeux de données sont préparés que par une population masculine, ça signifie que les produits qui vont sortir et inonder le marché ne conviendront qu'à 50% de la population. Tout à fait. Et donc, d'un point de vue business, d'un point de vue social et sociétal, ça ne peut pas fonctionner. Donc, on doit résoudre collectivement ce problème. Et pour aller dans votre sens, Yannick, dans 5 ans, on dit que 80% des données sur la toile seront générées par de l'intelligence artificielle. Et si ces données ont été conçues par des cerveaux d'hommes, nous allons avoir un biais de genre sur tout ce que nous allons et la société que nous allons construire. Comme cette première partie s'achemine vers sa fin, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un dernier tour de piste, si je vous exprime ainsi, avec peut-être un message que vous aimeriez que les personnes qui nous écoutent retiennent, un message à retenir sur ce sujet qui nous rassemble aujourd'hui, des clichés dans la tech. Yannick. C'est une bonne question. Écoutez, moi j'ai rejoint le groupe Alten il y a quelques mois maintenant et de façon extrêmement positive, j'ai rencontré plein de jeunes talents féminins. Et donc je voulais juste utiliser cette tribune pour en mettre quelques-unes à l'honneur parce que je considère vraiment que cette féminisation de la tech passe justement par cette mise en lumière. Et donc, des jeunes femmes comme Philippine Mayer, Déborah Sayag, Marie Lequin, Constance Flao sont pleines d'énergie, d'enthousiasme, de créativité et portent l'innovation. Merci de citer leur nom. Voilà, c'est pour ça que... C'est vrai qu'on a besoin de rôle modèle, on le disait. Valérie, quelques mots. Eh bien, moi, je voudrais rendre hommage à toutes les marraines Elle Bouge, à tous les relais Elle Bouge, à toutes les déléguées régionales Elle Bouge et à toutes ces femmes et hommes, à 350 entreprises partenaires, 1200 établissements qui chaque jour déconstruisent les stéréotypes parce que les sciences ne sont pas genrées, les sciences sont magnifiques et venez dans l'industrie, on s'y épanouit.
déconstruire les stéréotypes, il y a du travail. En effet. Tout à fait. Annette, un dernier mot. Franchement, vous avez tout dit. Je dirais plutôt que je reviens toujours à l'ère de l'IA aujourd'hui qui évolue énormément et qui va peut-être supprimer pas mal de métiers. Donc, ces domaines qui étaient plutôt destinés à des femmes, je pense que derrière, il y aura une réflexion par ces femmes-là, par ces jeunes-là, à prendre en considération que la science pourrait être votre domaine à vous dans le futur. Et vous en êtes capable. Voilà. Merci à tous les trois pour vos éclairages. Alors, je précise qu'on a reçu de très nombreuses questions et on s'excuse de ne pas avoir pu toutes les prendre, mais soyez rassurés, on va y répondre dans un second temps, on vous fera parvenir les réponses et on va recevoir dans quelques instants la navigatrice Clarisse Kremer. Pendant qu'elle nous rejoint, je vous propose de replonger ensemble dans ses exploits. Clarisse, bonjour. Merci d'être avec nous. On est extrêmement honorés de vous avoir aujourd'hui. Votre parcours de navigatrice force l'admiration. Vous pratiquez la course au large en solitaire et vous avez terminé récemment, je le disais tout à l'heure, votre second Vendée Globe. Quels souvenirs et surtout quels enseignements est-ce que vous gardez de cette épreuve ? C'est une bonne question, je vais essayer de faire court parce qu'un Vendée Globe, j'ai passé 77 jours en mer là, très récemment. C'est un condensé de vie. On vit énormément de choses, des choses difficiles parfois parce que c'est un sport assez exigeant. On est très fatigué, on est dans la solitude, on est dans des contrées exigeantes. Les mers du Sud, c'est un endroit assez dingue. Et on vit plein de moments de joie aussi. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est contemplation en mer. On est dans des paysages absolument sublimes. Et je pense que tout ça est un peu exacerbé par la fatigue et la solitude. Et je pense que l'enseignement principal et ce dont je suis extrêmement fière, c'est finalement l'évolution que j'ai eue entre mes deux Vendée Globe. Le Vendée Globe, parce qu'à 4 ans, vous aviez décroché la seconde place et ça m'amenait à cette question. Est-ce que pour vous, c'était une évidence absolue de repartir comme ça pour un second Vendée Globe ? C'était une évidence assez tôt sur mon premier Vendée Globe. Émotionnellement, mon premier Vendée Globe a été assez difficile. Je manquais d'expérience et j'ai parfois trouvé ça extrêmement compliqué. Quelqu'un qui manquait d'expérience, ça ne vous a pas empêché quand même de faire un très beau score ? Non, ça s'est bien passé sportivement, mais émotionnellement, ça a été parfois difficile. Mais malgré tout, j'ai toujours eu envie d'y retourner parce que j'avais envie de retourner dans ces paysages, j'avais envie de continuer à apprendre. Et ce qui a été super pour moi, c'est de voir la progression en fait, dans la gestion de mes émotions, la progression mentale entre ces deux éditions. J'ai été beaucoup, beaucoup plus sereine cette deuxième fois. Et ça, c'est une grande fierté parce que j'ai mis beaucoup de choses en place pour y parvenir. Et donc, ça fait du bien quand le travail paye. On a vu dans la première partie de cette émission que les femmes sont très peu représentées dans la tech. C'est évidemment le cas aussi dans l'univers de la compétition nautique. Est-ce que ça vous inspire ? C'est sûr que je pense qu'il y a pas mal de similitudes avec l'univers de la tech et l'univers de la course au large. Finalement, on est un peu dans le même genre de métier. Il y a énormément d'ingénieurs, architectes navals, dans toutes les équipes techniques, c'est des ingénieurs composites, mécaniciens, des ingénieurs en électronique. Voilà. Donc il y a une logique qui est probablement assez similaire par rapport au vivier. Pour ce qui est des navigatrices, donc les skippers, il y a une logique aussi qui est liée à l'histoire de la mer. En fait, ça fait que depuis même longtemps après la Seconde Guerre mondiale, en fait, c'est plus les années 70-80 où on commence à voir des femmes dans l'univers de la pêche, l'univers de la marine nationale, l'univers de la marine marchande. Très récent finalement. Et nous, on est que une toute petite partie de l'univers de la mer avec la course au large, avec la voile. Et donc tout ça est très récent. Donc ça met du temps à se mettre en place, ça met du temps, vous en parliez juste avant, pour avoir des figures des rôles modèles, oui. Exactement, et qui ne soient pas juste des figures d'exception. Parce qu'on a
on a longtemps mis en valeur des femmes comme Florence Artaud, comme Isabelle Autissier, mais qui faisaient un peu figure d'exception. Et pour faire figure de norme, c'est encore un autre travail. Il y a encore du travail, effectivement. Ouais. Vous, quels sont les clichés auxquels vous avez été confrontée en tant que navigatrice et qui vous ont le plus interpellée? Il y en a un certain nombre. C'est difficile de parler des clichés sans être dans le stéréotype. Je pense que ceux qui ont la vie dure sont ceux liés au fait que les femmes ne vont pas être attirées par l'univers de la course au large, parce que c'est un univers très technologique, avec beaucoup d'inconfort aussi, en termes d'hygiène, en termes de sécurité, en termes de... on est dans un drôle de monde, et donc il y a cette idée qu'on n'est pas faite pour ça en tant que femme, que ça ne va pas nous plaire, et qui a, je pense, longtemps freiné un certain nombre de possibilités chez les filles. Il y a aussi, alors ça c'est encore quelque chose, je pense du coup qui rejoint un peu les échanges juste avant, c'est une des façons d'exister dans le monde de la voile, c'est de faire pas seulement de la course au large en solitaire comme moi sur le Vendée Globe, mais aussi de la course en équipage. Et encore aujourd'hui, il y a des grandes figures, des grands marins qui ne voient aucun problème à expliquer qu'ils ne prendront pas de femmes dans leur équipage parce que ça crée des problèmes. Parce qu'on vit dans la promiscuité, on vit parfois pour des tours du monde en équipage, donc ça peut être jusqu'à 50 jours ensemble dans une toute petite surface de vie. Et voilà, ils veulent se faciliter la vie en éludant la possibilité d'avoir des femmes à bord. Et ça, c'est de moins en moins admis, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont, notamment parce qu'il y a des quotas qui sont mis en place par certaines courses, qui sont dans ces courses en équipage. Mais en fait, les courses en équipage permettent à des femmes d'acquérir une certaine expérience qui ensuite vont les faire exister dans des courses en solitaire, qui ensuite vont leur permettre d'être elles-mêmes chefs de projet sur des grands projets de voile. Et ça, ce sont des stéréotypes de la vie, en fait, la vie commune, hommes-femmes, dans des univers de promiscuité, des univers difficiles. Sont des clichés qui ont malgré tout un peu la vie dure. Et en fait, tant que certains hommes n'auront pas eu de femmes à bord, ils ne pourront pas se rendre compte qu'en fait, on est avant tout des marins comme les autres quand on est en mer, et que le fait qu'on soit une femme est un épiphénomène, n'est pas... Oui, et puis peut-être avec une efficacité démultipliée, comme on a pu le dire tout à l'heure dans le monde de l'entreprise, les femmes apportent aussi quelque chose. Alors c'est une réalité physiologique, qu'elles ont moins de force, là, c'est certain, mais apportent peut-être autre chose dans l'équipage. Je n'ai pas étudié la question de façon scientifique de savoir ce qu'on apporte véritablement sur la base de notre genre, mais ce qui est sûr, c'est que tout groupe grandit à aller chercher des compétences diverses, et il n'y a pas de raison pour que la course au large soit différente. Par contre, c'est vrai que dans la mesure où il est parfois plus difficile d'atteindre cette expérience, on continue de donner raison à cette idée qu'on a moins d'expérience, mais c'est un cercle vicieux qu'il faut absolument casser. On a une question à ce stade. Est-ce que vous avez ressenti des freins du fait d'être une femme? Est-ce que vous vous êtes posé la question avant de vous lancer? Est-ce qu'il y a des personnes autour de vous qui vous ont aidé à vous lancer? Alors, des freins, oui et non. Moi, j'ai la chance d'avoir grandi dans une famille où il y avait très peu cette question du genre. Enfin, je n'ai pas l'impression d'avoir été freinée dans mes études, dans mes choix de vie par rapport au fait d'être une femme. En revanche, moi qui étais passionnée de voile, déjà avant de me lancer dans des grandes courses en solitaire, j'avais l'impression quand même d'être freinée justement. Alors c'était dans des équipages complètement amateurs, mais par le fait d'être une femme. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis attaquée au solitaire. C'est-à-dire que je me disais, au moins là, il n'y aura pas de question de savoir si je suis compétente ou pas. Je suis seule, donc si ça me se passe pas bien, ça sera à cause de moi. Si ça se passe bien, ça sera grâce à moi. Il n'y aura pas de comparatif possible avec le reste de l'équipage. Vous parliez de votre famille à l'instant. Vous avez raconté que vous avez toujours voulu faire comme vos frères. L'idée qu'il ne doit pas y avoir de territoire attribué d'office, si je puis dire, aux filles ou aux garçons, c'est quelque chose qui vous anime depuis toujours, depuis l'enfance? Oui, moi, je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais j'ai toujours été un petit peu, on va dire, facilement en colère aussi sur ce genre de questions, parce que je ne supportais pas quand une tante pouvait dire les filles allaient mettre la table. C'était même à 8 ans, c'était quelque chose qui me mettait hors de moi. Donc j'ai toujours, je me suis jamais freinée me dire ça c'est un truc de garçon, un truc de fille. Et ça c'est une chance, mais c'est lié à la famille dans laquelle j'ai grandi, je pense, à l'éducation que j'ai reçue. Et c'est ça aussi qui m'a amenée à faire de la course au large, c'est que je me suis jamais dit... En fait, je me suis jamais considérée en tant que femme. Et c'est
c'est que quand, enfin je pense qu'on va y venir après, c'est que dans le, j'étais du style avant de vouloir avoir des enfants à dire, en tant que femme, il suffit de se bouger les fesses. C'est le regard des autres en fait qui vous renvoie ça beaucoup plus que l'image qu'on en a soi-même. Et on va effectivement y venir. On l'évoquait un peu dans la première partie de cette émission et ça m'intéressait d'avoir votre regard à vous également. Comment est-ce qu'on peut faire, selon vous, pour qu'il y ait davantage de femmes dans des métiers dits d'hommes ? Je pense que la force de la représentation est essentielle. On vous dit que la force de la représentation, c'est les rôles modèles qu'on évoquait. Les rôles modèles, le fait de pouvoir s'identifier à quelqu'un qui l'a fait avant, c'est des choses, c'est des leviers qui sont complètement inconscients, mais qui sont essentiels non pas seulement pour la personne qui va rêver d'un métier comme celui-ci, mais aussi pour la famille, pour qu'elle accepte en fait que ça soit possible. Moi, c'est un des freins que j'ai eu dans la maternité. Il y avait très peu d'exemples de précédents avant moi pour montrer que c'était possible d'avoir un enfant au milieu d'une carrière et de continuer à être performante. Justement, vous êtes un symbole par rapport à ça, parce qu'effectivement, vous êtes l'incarnation du fait qu'on peut avoir le droit de concilier une vie personnelle et notamment une vie de maman, qui est particulièrement exigeante, avec une vie professionnelle. Est-ce que vous avez conscience, vous, d'être un symbole pour beaucoup de sportives ? Alors, c'est toujours difficile de pour beaucoup de femmes au sens large. De s'auto-ériger en symbole, c'est pas forcément quelque chose de naturel chez moi, mais par la force des choses, oui, je me rends compte à quel point et ça donne du sens à mon métier aussi. En fait, j'ai énormément de femmes qui viennent vers moi pour me parler de leurs difficultés dans des métiers plus classiques en tant que femme, notamment autour de la maternité. Et j'ai eu beaucoup l'occasion d'échanger sur ces sujets-là. Et donc, je me rends bien compte à quel point on a besoin de sources d'inspiration et on se raccroche à ce qui existe. Et je fais partie des exemples qui existent. Et c'est super chouette parce que moi, ça donne un peu de profondeur à mon métier et du sens, effectivement, d'accompagner les autres. Alors, je propose qu'on réponde à cette question qu'on vient de recevoir et merci d'ailleurs à vous toutes et tous pour les questions que vous nous adressez. Selon vous, comment est-ce qu'on peut aller au-delà des discours ? Comment est-ce qu'on peut mettre en place des actions concrètes pour accélérer le changement dans la tech, dans le sport et au-delà ? Alors, je vais parler de ce que je connais, qui est plus le sport que la tech, même si je suis dans un sport plutôt technologique. Nous, ça passe par des quotas. J'avais eu la chance de rencontrer Madame Zimmermann, qui est à l'origine de la loi Copé-Zimmermann, et qui m'avait expliqué tous les freins qu'il y avait eu au moment où ils ont créé cette loi des quotas dans les entreprises, dans les conseils d'administration. On passe un peu par là dans le monde du sport, dans le monde de la course au large. En fait, dans les courses en équipage, il y a des quotas de femmes. Il y a de plus en plus de courses mixtes qui sont créées où on oblige à avoir un homme, une femme dans des courses en duo à bord. Il y a souvent pas mal de réticences au moment où ces courses sont créées. Vous demandez comment c'était perçu, oui, j'imagine. En fait, il y a des réticences qui ne sont pas des réticences de l'ordre des valeurs où tout le monde est d'accord pour dire que c'est chouette d'avoir des femmes. En tout cas, officiellement, tout le monde est d'accord pour dire que c'est chouette d'avoir des femmes dans le milieu de la voile. Mais on va dire, oui, mais pourquoi vous nous mettez un quota ? Il n'y a pas de femmes, on ne va pas les trouver. À compétences égales, du coup, on va prendre une femme. On va prendre des femmes qui sont moins fortes. Tous les clichés qu'on a... qui ont été les mêmes dans les conseils d'administration pour accéder aux fonctions les supérieures. Mais je pense qu'on est obligé de passer par là parce que sinon les cultures n'évoluent pas assez vite. Et donc il y a un moment un peu dangereux, un peu complexe dans les premières années de ces quotas-là, mais qui sont à la base de toute évolution culturelle. Et aujourd'hui, ça fait déjà quelques années que ce genre de quotas sont mis en place. Et j'ai des homologues masculins qui maintenant choisissent... ils vont plus loin que le quota parce qu'en fait, ils choisissent un groupe, ils choisissent une symbiose dans un équipage et ça, c'est exactement ce qu'on vient chercher. On voit en tout cas que ça contribue à faire bouger les lignes, donc il y a plusieurs façons de les faire bouger, ces lignes. Le fait d'avoir des rôles modèles, vous en faites partie, le fait d'avoir des quotas, effectivement, c'est pas forcément toujours bien perçu, mais ça contribue quand même à faire évoluer la donne. Le fait d'en parler, de sensibiliser, c'est parler des problèmes aussi. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec ce live, dans une certaine mesure. Est-ce qu'au final, vous avez quand même le sentiment que tout ça contribue à faire évoluer les représentations ? Est-ce que depuis le début de votre carrière, vous avez le sentiment que les choses ont bougé ? Est-ce que vous êtes plutôt confiante pour l'avenir ? Alors je pense que oui, les choses évoluent. On parlait tout à l'heure, en 2016, il n'y avait aucune femme au départ du Vendée Globe, que ce soit en 2020 ou en 2024, on était 6. Alors ça reste de l'ordre de 10 à 20%, c'est pas énorme, mais je suis pas sûre que dans le monde de la voile, on vise forcément 50% la parité exacte. On voit, moi, ça a été très compliqué autour de ma maternité dans ma carrière, mais malgré tout, derrière, l'organisation du Vendée Globe a créé carrément une commission pour parler de ce sujet-là, pour faire avancer le règlement.
maman. Maintenant, c'est communément admis qu'on ne peut pas mettre ce problème de côté. Je ne veux pas nous interrompre parce qu'effectivement, c'est un vrai sujet. Vous avez pu entendre un certain nombre de réflexions, notamment de la part de votre sponsor de l'époque, à l'occasion de votre maternité. C'est bien la preuve qu'il reste encore du chemin à parcourir. Finalement, on a le sentiment que dans votre cas, comme dans d'autres, c'est pas les femmes qui se mettent des freins, on le disait à l'instant, c'est le regard que leur renvoie la société, certaines réactions qui les enferment littéralement. Vous le confirmez, ça ? Oui, alors c'est un sujet complexe parce que j'ai pas ressenti ça du tout avant la maternité. Moi, j'étais du style un peu à dire on y va et puis ça se passe bien. Ce qui prouve bien que c'est le regard des autres qui... Et en fait, ça a été lié... Par contre, je me suis jamais sentie aussi seule en tant que femme que dans le cadre de la maternité à venir placer dans une carrière sportive parce que c'était synonyme de démotivation, c'était synonyme de... c'est bon, elle met plus sa carrière sur le dessus de la pile, c'était synonyme de un peu débrouille-toi en fait, c'est ton problème, ça ne nous regarde pas, t'as déjà de la chance d'être là et tout ça, ça a été d'une violence et donc en fait tout ça a été lié à en fait je me suis rendu compte que maternité était égale à contre-performance voire à déclassement. Je me permets de vous interrompre parce qu'on a une question justement sur le rôle de maman. Comment est-ce qu'on peut gérer notre vie de maman, d'épouse ou de concubine, tout en faisant nos loisirs, en restant actif professionnellement parlant? C'est un vaste sujet. Je ne pense pas que ça soit toujours facile. En fait, vous en parliez tout à l'heure de la répartition des rôles. Il pourrait y avoir exactement la même question avec écrit comment peut-on gérer notre vie de papa, d'époux. C'est vrai que ça, c'est intrinsèquement lié à la répartition des rôles au sein d'un couple. Il n'y a pas de vérité dans l'absolu. Exactement, et je ne pense pas qu'il y ait de vérité dans l'absolu. Vérité au cas par cas, on va dire. Voilà, moi j'ai la chance de faire le même métier que mon mari, donc on a les mêmes problématiques, mais je ne prétends pas que ça soit facile. Quand on choisit une carrière exigeante avec des hauts niveaux de perf qu'on souhaite atteindre, c'est parfois compliqué de tout concilier. Et je pense qu'on parlait de qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre les choses possibles. Déjà, de ne pas prétendre que tout est facile, de ne pas prétendre... parce qu'être un rôle modèle, c'est quelque chose, mais il ne faut pas imaginer qu'on est des surfemmes pour qui tout est facile. C'est clairement pas ça le sujet. Il y a des difficultés, il y a des moments où on se demande un peu ce qu'on fait là, il y a des moments où on est épuisé, et moi, je prends le parti d'en parler parce que je ne suis pas la seule à être confrontée à ces problématiques et je gagne énormément à échanger avec les autres. Absolument, c'est comme ça qu'on fait bouger les choses et on clame partout effectivement qu'il faudrait plus de femmes dans les métiers où elles sont minoritaires. Reste à savoir comment on peut mettre des choses en place pour que ce soit une réalité, pas un vœu pieux. Finalement, est-ce qu'il faudrait presque quelque part, selon vous, redoubler d'efforts pour aller déjouer les pronostics, prouver qu'on est capable, motivé, contrairement à l'image qu'on voudrait renvoyer aux femmes? Là, moi, très clairement, c'est ce que j'ai vécu entre mes deux Vendée Globe par rapport à l'accueil de ma petite fille. C'est-à-dire qu'à la base, on me disait qu'avoir un enfant n'était pas la voie de la performance dans le cadre d'une carrière sportive et je pense que le problème c'est pas d'avoir un enfant, le problème ça a été de devoir recréer mon projet de zéro, ça a été toutes ces choses-là. Donc oui, j'ai dû bosser 2 fois plus que ce que j'aurais dû. Donc il y a encore malheureusement un peu cet aspect-là. Il y a un côté prophétie autoréalisatrice en fait. On parlait tout à l'heure du regard des autres plus que de ce qu'on ressent nous. La mise au placard, elle vient du regard extérieur, elle vient pas de ce que nous on souhaite. Donc oui, je pense malgré tout encore aujourd'hui, à ce côté, il faut bosser 2 fois plus pour contrer non seulement l'organisation pure et dure d'une femme, d'une maternité, mais en plus le regard qui nous est porté. Donc malheureusement, je pense qu'il y a encore un peu de ça, mais ça a été ce que j'ai vécu moi. Je sais qu'il y a plein d'autres organisations dans lesquelles c'est pas le cas, et ça c'est tant mieux. Il y a plein de choses qui sont mises en place. J'ai un sponsor par exemple qui a créé le congé paternité de 12 semaines dans toutes ces entités, même à l'étranger où c'est encore plus extraordinaire qu'en France. Le congé paternité est égal à celui des femmes. Celui des femmes. Voilà. Et donc ça, c'est une façon de remettre les choses sur un pied d'égalité dans une carrière. C'est-à-dire que quand le directeur des ressources humaines vient choisir un homme ou une femme, l'impact d'avoir un enfant sera le même sur un homme et une femme. Et ça, c'est des choses ultra concrètes qui ont un effet instantané. Très bien. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup Clarisse d'avoir apporté votre éclairage qui est très, très inspirant. Ce live touche à sa fin. Je voudrais vous remercier vous, mais aussi les experts qui se sont succédés aujourd'hui sur ce plateau pour permettre de prendre conscience finalement du chemin parcouru, certes, mais aussi du chemin qui reste à parcourir. Et merci bien sûr à Alten d'avoir organisé ce moment de partage que vous pourrez bientôt retrouver en replay dans son intégralité. À très bientôt.